Ils défendent le 100% Made in France, nos agriculteurs, nos emplois. Ils se battent pour plus de traçabilité et de qualité dans nos assiettes. Pour cela, Cyril Lignac, Philippe Etchebest, Guylaine Arabian et Yves Candeborde, 4 chefs cuisiniers parmi les plus célèbres de France, ont mené une enquête incroyable. Je ne sais pas si c'est le début du voyage au bout de l'enfer, mais je pense que je suis bien partie là. J'adore les poules. J'adore les poules. Dans les réfrigérateurs des familles françaises, Cyril et Philippe ont découvert que seulement 20% des produits que nous consommons sont made in France. Je vois la caisse là-bas, je pensais que j'avais quand même plus de produits français que là. Et ça, vous ne vous en étiez jamais rendu compte? Non. Dans les restaurants de l'Hexagone, ils ont constaté que plus de 50% des aliments utilisés ne sont pas made in France. Plus de 70% de la production d'escargots vient de Pologne. Alors qu'il y a des petits producteurs français d'escargots qui rament parce que c'est dur, parce que tous les gens achètent ça. Comme vous. Élevé Union Européenne. Et Claude, là on n'y est plus là. En menant l'enquête auprès des services consommateurs, Yves et Guylaine ont découvert que de nombreux symboles de nos terroirs ne sont plus français. Il est marqué viande d'origine contrôlée. Oui. Et elles viennent d'où? C'est quelle origine les viandes? Faites-moi plaisir, dites-moi que c'est français. Mais ce n'est pas tout. Pour remonter la piste de 3 aliments phares de nos réfrigérateurs qui ne sont plus 100% tricolores, les chefs sont partis aux 4 coins du monde. En Inde, sur la trace des cornichons. Non, j'hallucine. On est dans le pays du cornichon. Ils fabriquent des tonnes de cornichons, personne ne connaît. Ah, je vais revoir ma vision du cornichon. Hein. Au Brésil, sur celle des nuggets de poulet. Mon pauvre poulet, moi. Ouais, ça m'affole. Hein. Il nous manque Charlie Chaplin. Et en Italie, pour enquêter sur notre coulis de tomates. Donc ça, ce sont des tomates. Ovviamente queste Oui, en Chine. come vedi Tu vois, les tomates traînent au soleil pendant des heures. lasciati al sole Ça, anche c'est per l'usine. molte ore. Ouais, d'accord. Ça, c'est les camions qui attendent. Avec... C'est dégueulasse. Leur but, comprendre pourquoi ils ne sont plus produits en France et percer le mystère de leurs nouvelles origines. Mais alors, comment manger le Made in France au quotidien sans faire flamber son porte-monnaie? Trouver des produits de qualité, du poulet, de la charcuterie alsacienne, des poissons et des fruits et légumes 100% tricolores à des prix intéressants. Dans les supermarchés, on peut aussi vendre de la qualité et donner confiance aux clients. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les fidélise aussi. Hein. Les chefs vont vous livrer leurs bonnes adresses et leurs astuces. Au lieu de mettre 250 grammes comme Claude, je vais y mettre 200 grammes, ce qui va me permettre d'avoir le coût matière identique. Voici des recettes simples et élégantes pour vous montrer qu'il est encore possible de consommer 100% français. Les chefs contre-attaquent les solutions. Dans un instant, nous allons partir à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui s'investissent, qui se mobilisent pour sauvegarder les produits du terroir. Mais avant cela, je vais me tourner vers les protagonistes de cette journée pour avoir quelques réactions. Cyril, qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Une grande mobilisation. C'est vrai que on parle, nous, notre métier, c'est de rendre joyeux un produit qui est déjà très beau. Et sensibiliser les gens à manger du Made in France, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi avant tout un geste citoyen pour nos enfants et pour la suite de tout ce que nos ancêtres nous ont laissé dans ce patrimoine gastronomique français. Et ça, c'est important. Une journée comme aujourd'hui nous prouve la qualité et la richesse des produits Made in France. Et justement, je pense qu'on devrait être d'autant plus attentionné au quotidien, de savoir ce qu'on mange et de savoir d'où ça vient. Mais ces produits se font rares, non? Ces produits se font rares, mais au moins aujourd'hui, ça nous fait prendre conscience à tous et à toutes que le Made in France, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants et il faut absolument s'y accrocher. Philippe, vous êtes d'accord avec ça? Absolument d'accord. En tout cas, la preuve aujourd'hui que de faire à manger avec des produits 100% français, c'est possible. La preuve, on l'a fait et c'est vrai que ça a mobilisé les foules et franchement, c'est génial. Yves Gégaud? Oui, c'est pas seulement des questions de compétitivité de nos entreprises, c'est aussi l'envie des gens, c'est aussi est-ce que l'opinion publique est prête? Montreux l'a montré aujourd'hui. Les gens sont prêts, ils sont demandeurs, ils veulent redécouvrir leur patrimoine gastronomique, ils veulent consommer français. Ils savent que quand ils font leurs emplettes, il y a leurs emplois qui sont en jeu. Tout ça est un vrai débat de société et je crois que nous sommes prêts, le pays est prêt à jouer le jeu du Made in France et aussi à jouer le jeu de son avenir. Et il y a des raisons d'espérer. On va partir tout de suite à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui se mobilisent pour les produits du terroir. Les chefs contre-attaquent les solutions. C'est la viande préférée des Français. On en consomme en moyenne 23 kg par an et par habitant. Le poulet.
la France est le premier producteur de volailles d'Europe. Pourtant, au cours de leur enquête auprès des services consommateurs, Yves Candebord et Guylaine Arabian avaient découvert qu'en achetant des nuggets, des cordons bleus et d'autres produits transformés à partir du poulet, nous consommions sans le savoir de la volaille à 90% made in étranger. Je viens d'acheter une boîte de 12 beignets de poulet de chez vous. De poulet, oui. Oui, et je m'aperçois que je n'ai pas l'origine de la viande blanc de poulet. Nos poulets, n'est-ce pas, elles viennent de l'Europe et du Brésil. Il y a une pâte qui est née au Brésil et une pâte qui est née en Europe. Résultat, depuis 10 ans, la filière française bat de l'aile. Guylaine Arabian avait rencontré un éleveur de poulets industriel français, Pierre Legvien, aujourd'hui en grande difficulté. Tout est vide au jour d'aujourd'hui. Pour comprendre comment aujourd'hui sont produits nos nuggets et tenter de savoir pourquoi le Brésil nous a coupé l'herbe sous le pied, Guylaine n'avait pas hésité à traverser l'Atlantique. Là-bas, elle a découvert la plus célèbre des usines locales qui fournit 160 pays à travers le monde et abat et transforme 12 000 poulets par heure. Il veut pas celui-là, il veut pas. Je le prends, je le prends. Des poulets qui atteignent 3 kilos en à peine 45 jours et fournissent 2 fois plus de viande que les poulets industriels français. Modifiés génétiquement, ils ont plus de muscles que leur squelette ne peut en supporter. Résultat, ils ne tiennent pas sur leurs pattes. Pourquoi? Pourquoi? Il a un peu mal aux pattes. C'est normal. C'est à cause de son poids. C'est un poulet prêt à partir pour l'abattoir, prêt à devenir de la viande, dans l'assiette des consommateurs. On ne pourra jamais arrêter le Brésil. Je pense qu'on pourra le combattre d'une seule manière. Une seule manière, c'est notre savoir-faire français. C'est reconnu partout dans le monde. C'est la qualité. L'avenir de la volaille française, donc, pour rester compétitif face à la concurrence, produire des poulets de qualité à prix correct. C'est le pari que se sont déjà lancés certains éleveurs sur notre sol. Après son épopée brésilienne, Guylaine va retrouver ses petits, à la ferme de Filbois, en Île-de-France. Oui. Alors, ces poulets? Mais ils sont pas loin, on peut aller les voir. Génial. Vincent Morisseau a 33 ans. Ce jeune agriculteur spécialisé dans les céréales et la culture de la betterave élève aussi des poulets. Et il a de très belles bêtes. Une race d'exception assez onéreuse, équivalent au poulet de Bresse, la race la plus noble. Ça, c'est les gâtinaises, c'est les poules gâtinaises. C'est la race qu'on relance. On va essayer de les approcher peut-être. Ouais, on va aller les voir. Mais pour satisfaire toutes les bourses, Vincent a aussi décidé d'élever une race moins noble. Des poulets connus, au rapport qualité-prix imbattable. On leur donne une petite alimentation qu'on produit nous-mêmes dans les champs. Oui, et c'est quoi? Donc, alors c'est essentiellement du blé. Des volailles 100% made in France, nourries avec des céréales made in France elles aussi. Garantie sans OGM. Les poulets de Vincent ont aussi un accès direct sur l'extérieur. Elles ont beaucoup de place, hein? 600 mètres carrés, je crois. Alors, quand il s'agit de les attraper, c'est un véritable marathon pour Guylaine. Au Brésil, j'ai pu les prendre, j'ai pu leur caresser la tête, elles ne bougeaient pas de toute façon. Vrai, même si elles n'avaient pas envie, elles étaient obligées de dire oui. Hein. Elles sont là pour ça. Des poulets nourris au grain des champs, aux muscles naturellement développés par leur course quotidienne au grand air, voilà le secret d'une bonne volaille française. Et là, donc, ils ont combien là? 8 semaines. Allez, encore 6 semaines et voilà. Rôti, un peu d'estragon, un bon jus. Oh, ça va être bon. À maturité, les poulets de Vincent font 2 kg contre 3 kg pour les poulets brésiliens. Ils sont moins gras et leur chair est plus dense. Dans la cuisine de Vincent, Guylaine va pouvoir les goûter. Ça, c'est la gâtinaise. Oui. Ça, c'est le cunu. Oui. Cuit naturellement juste, avec un joli jus magnifique. Juste rôti, en fait, là. Le cunu, là, c'est la catégorie. Ouais. C'est combien le kilo, ça? Je fais 6,90 en direct à la ferme. 7 euros. 7 euros. Ça fait entre 12 et 15 euros le poulet pour 4-5 personnes. Voilà. Oh là là. Délicieux. La chair est bonne. Hein. Comparons maintenant le coût de la viande de poulet brésilienne dont sont faits les nuggets industriels.
Moi, je vais te montrer ce que j'ai pour le même prix. Aiguillette de poulet, donc on pense qu'on va manger du filet de poulet. C'est vendu 12,90 le kilo. Et là-dedans, il y a 54% de poulet seulement. 7 € le kilo, le prix du poulet brésilien est donc équivalent à celui d'un bon poulet fermier made in France. En se rendant directement chez un producteur local ou sur les marchés, on peut donc aujourd'hui acheter 100% tricolore, faire vivre nos éleveurs, tout en dégustant de la viande de qualité sans se ruiner. On peut trouver du bon poulet tout au long de l'année. Pour d'autres produits, il y a des saisons. Alors comment faire pour cuisiner quand certains aliments ne sont pas disponibles? Au cours de son enquête auprès des restaurateurs, Cyril avait rencontré un pizzaiolo dont la quasi-intégralité des produits était made in France, sauf un ingrédient indispensable à la préparation de sa pizza. Pour faire une bonne pizza, il faut la sauce tomate, hein? T'as la sauce tomate? On va la sauce tomate. Bon, ça c'est italien, hein? Bon, c'est pas made in France. Allez, moi je te donne un défi. Le défi, c'est de faire des pizzas 100% made in France. D'accord. Ah ouais, putain! Une bonne tomate française ne pousse qu'entre le mois de mai et le mois de septembre. Alors que faire? Faut-il se passer de pizza pour autant? Fred le pizzaiolo n'a pas le choix. Il utilise des boîtes de tomates italiennes. Bon, hein, non? C'est pas 100% made in France, hein? Bah non, là non. Mais c'est bon, hein? Ouais. Voilà. Allez! Et pourtant, il existe une solution 100% made in France. C'est de réaliser vous-même vos conserves de tomates, comme nous le propose Philippe Etchebest. Je vais vous montrer comment faire une base de compotée de tomates qui peut vous servir pendant toute l'année à réaliser des recettes telles que des pizzas, des ratatouilles, pourquoi pas des baskets aussi. Première étape, se procurer à la bonne saison, c'est-à-dire en été, de belles tomates juteuses. On va d'abord monder les tomates. Pour cela, enlevez le pédoncule, faites une petite croix dans la chair et trempez les tomates dans l'eau bouillante quelques secondes, puis plongez-les dans un bac d'eau rempli de glaçons. La peau se décolle toute seule. Vous pouvez alors les éplucher et les couper en deux. Je vais presser un petit peu la tomate pour enlever le pépin et le jus. Donc je ne jette pas le jus, je vais le passer pour séparer les pépins. Et ce jus, je vais le remettre dans ma compotée pour donner encore plus de goût. Coupez alors les tomates en petits morceaux, puis émincez une échalote, un oignon et 7 gousses d'ail que vous faites revenir dans de l'huile d'olive. Avant que ces ingrédients ne colorent, ajoutez les tomates. Ensuite, je vais rajouter un petit bouquet garni. C'est tout simplement du laurier avec du thym, enroulé avec un verre de poireau. Je vais le rajouter dans ma préparation. Je vais rajouter maintenant mon jus de tomate que j'ai passé au chinois pour enlever les pépins de tomate. Parce qu'en consistance, c'est pas forcément agréable. Mais par contre, le jus réduit va me redonner du goût. Assaisonnez avec du sel, du piment d'Espelette et une pointe de sucre pour réduire l'acidité. Je vais laisser compoter gentiment pendant une bonne heure jusqu'à réduction et épaississement. La compotée est prête. On peut donc la mettre dans des bocaux. Mais attention, pour leur conservation, il faut les stériliser. Et si vous n'avez pas de stérilisateur, pas de panique, voici la solution. Je vais prendre une casserole avec de l'eau froide. Je vais positionner mes bocaux dedans. À partir de l'ébullition, on comptera 3 heures. Après les avoir laissés refroidir dans la casserole, retournez les bocaux pour faire un vide. Ensuite, ces conserves, c'est très simple, hein. Si elles sont bien conditionnées, vous pouvez largement les garder une année et ensuite recommencer l'opération l'année d'après avec des tomates de saison. Régalez-vous. Vous l'aurez compris, pour cuisiner 100% français, il faut être organisé. Et c'est aussi le cas pour les restaurateurs. Rappelez-vous, Philippe Etchebest s'était rendu chez Claude à Montereau, en Ile-de-France. Philippe Etchebest, enchanté. Enchanté, merci. Claude annonçait à Philippe que sa viande était française, alors qu'elle ne l'était pas. On a la tête de veau braisée, élevée Union Européenne. Et Claude, là on n'y est plus là, hein. Le problème de Claude, c'était le coût des matières premières, selon lui incompatible avec le porte-monnaie de sa clientèle. Veau, vache ou cochon, lorsque les viandes sont made in France, elles sont en moyenne 20% plus chères. Conséquence, les restaurateurs et les familles françaises font souvent l'impasse sur les viandes tricolores. Alors, est-il possible de manger des produits 100% made in France sans exploser son budget? La réponse est oui. Et c'est le chef Yves Candeborde qui vient en aide à notre restaurateur.
Bonjour. Enchanté. Le patron. Pour Claude donc, impossible de cuisiner de la viande française sans perdre de l'argent. Exemple, avec sa fameuse tête de veau ravigote, elle lui coûte actuellement 2 € de plus que sa version européenne. Donc, je voudrais trouver une solution. Vous allez trouver votre homme, je suis là. Le mieux, c'est qu'on aille en cuisine. D'accord. Et vous allez me faire votre recette de tête de veau. On y va. Allez. Et c'est parti. Claude commence par préparer sa viande, qui est, rappelons-le, d'origine étrangère. Après une cuisson de 2h30 au court-bouillon, il la laisse refroidir. Puis s'attaque aux légumes, poireaux, carottes, pommes de terre et céleri. Et après, on met la sauce ravigote. Et je finis avec un peu de persil haché. Voilà. Hein? Donc ce plat-là, vous le vendez 16,50 €. Oui. Alors mon challenge à moi, c'est réaliser une assiette de tête de veau française et que vous vendiez aussi 16,50 € et que vous gardiez votre rentabilité. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la tête de veau, évidemment. C'est du veau de lait limousin. Pour travailler une aussi belle viande et faire tout de même des économies, Yves a quelques astuces. Pour arriver à faire un coût matière bas, c'est travailler exclusivement des produits de saison. C'est-à-dire qu'en ce moment, le poireau, le céleri, ça ne coûte pas cher. Comme Yves, faites le choix de cuisiner des légumes de saison. De cette manière, vous achèterez vos légumes made in France à un prix abordable. L'autre solution assez logique, réduire légèrement les quantités de viande pour réaliser un plat 100% bleu, blanc, rouge. Au lieu de mettre 250 grammes comme Claude, je vais y mettre 200 grammes, ce qui va me permettre d'avoir le coût matière identique, que ce soit de la tête de veau française ou de la tête de veau européenne, le coût matière de base de l'assiette sera identique. Une différence peu visible dans l'assiette, mais qui vous fera économiser au moins 3 € sur un plat familial. Cerise sur le gâteau, en consommant moins de viande, on réduit également l'impact écologique de l'élevage sur la planète. Pour accompagner sa tête de veau, Yves travaille maintenant ses légumes. Là, je suis en train de préparer donc, des échalotes, superbes échalotes de Bretagne, que j'ai trouvées au marché ici ce matin. Pickles d'échalotes, risotto de céleri rave, salade de pommes à la langue caramélisée, de quoi redonner un coup de jeune à sa tête de veau. Mais en réduisant les quantités de viande, les convives ne risquent-ils pas de rester sur leur faim? On s'est rendu compte que le veau français perdait moins de matière après cuisson. Donc, bien souvent, on va acheter 1 kg de tête de veau français, 1 kg de tête de veau de l'Union européenne. On va les cuire les deux et on va s'apercevoir que le français aura perdu 80-100 grammes, il perd 10%. D'accord. Que Elle aura perdu 200. elle aura perdu plus de 20%. Ah oui, carrément. Alors déjà, ce qui fait, c'est qu'on peut gagner en Donc rentabilité. déjà la marge, elle est déjà plus là. Voilà. Selon Yves, les veaux élevés en France seraient moins gras qu'ailleurs. Leur viande perdrait donc moins de poids pendant la cuisson. Après avoir été découpée en cubes, la tête de veau est ensuite snackée. Pour le dressage, pas question de faire dans le classique. Et le résultat est bluffant. Mais ce qui est important, Claude, c'est qu'aujourd'hui, que tu vendes dans ton restaurant cette assiette ou cette assiette, tu la vends le même prix et tu as surtout la même rentabilité. Malgré que le grammage soit légèrement réduit, mais la générosité est là. Et je crois que le mot générosité, c'est peut-être le mot le plus important du métier de cuisinier. La viande tricolore n'est pas la seule à être chère. Et pour de nombreuses familles, il peut se révéler difficile d'acheter du poisson frais made in France, souvent plus coûteux que le poisson importé. Souvenez-vous, Cyril et Philippe ont souhaité faire un état des lieux dans une poissonnerie. Si l'origine des poissons et des crustacés était invariablement affichée, nombreux étaient ceux qui venaient de l'étranger. Ça, c'est pêché à Dunkerque. On voit qu'il vient de Concarneau, celui-là. Ça, par contre, ça vient du Danemark. De temps en temps, là, vous achetez des poissons qui ne sont pas français. Parce que je suis obligé, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut en France. Le problème, il est là. Malgré nos 3500 km de côte, aujourd'hui dans nos assiettes, seul un poisson sur deux est pêché par les pêcheurs français. Rebuté soit par un prix trop élevé ou simplement par les arêtes des poissons entiers, de nombreux foyers lui préfèrent ses versions panées et surgelées. Face à ce constat, un jeune entrepreneur parisien a eu une idée étonnante. Puisque les Français ne vont plus vers le poisson, c'est le poisson qui va venir à eux. Guillaume Gréau est un véritable pionnier. Il a créé un concept inédit. Le premier circuit court entre le pêcheur et le consommateur. Un système qui permet d'acheter du poisson frais moins cher, de mieux rémunérer les pêcheurs et d'agir pour la sauvegarde des océans. J'ai besoin de 10 poissons autour de 1 kg. Et quoi, des barres? Bah, tu peux faire un peu de choix, lieu jaune et bar, genre 5 et 5. Guillaume a un contrat annuel avec ce pêcheur, Marco, dont le revenu est fixe et garanti.
un moyen de valoriser le travail des pêcheurs, souvent sous-payés. Chaque semaine, en fonction des prises, il découvre quelles espèces il pourra vendre. On lui prend toute sa pêche, que ce soit des poissons nobles comme le bar ou des poissons moins nobles comme le taco. Au bord de la mer, les gens qui sont habitués au monde de la pêche connaissent ce poisson-là et le mangent tant qu'il est frais. Mais dans les terres, c'est un poisson qui est inconnu. Grâce à ce système, les pêcheurs ne s'acharnent pas sur une seule espèce et préservent ainsi les fonds marins. Autre avantage, celui de faire découvrir aux clients des poissons encore inconnus jusque-là. Bon bah Marco. Bon Guillaume. À bientôt. Ouais. Direction Paris dans sa camionnette où Guillaume doit maintenant préparer ses commandes. Salut. Ça va? Ouais. Ça va passer? Ouais, bah ouais, super. Allez, c'est parti. Poissons, fruits de mer, crustacés, les pêcheurs de toutes les régions sont sollicités pour garnir l'étal de Guillaume. Ça, ce sont des moules sauvages de l'étang de Thau, à côté de Sète, pêchés par Guy. Le principe de son commerce, c'est une vente au pas de porte sous forme de casier précommandé. Cette cliente a passé commande sur le site internet de Guillaume et va découvrir le contenu de son casier. Alors aujourd'hui, c'est la pêche de Marco et on a au choix soit du bar, soit du lieu jaune. En plus d'être particulièrement frais, l'avantage de ce poisson made in France, c'est son prix. Voilà le lieu jaune. Bah, un poisson comme ça, aussi frais et aussi bien traité, en poissonnerie, il est aux alentours de 25-26 € le kilo. Et nous, nos clients les ont à moins de 20 €. Du poisson frais, français et à un prix raisonnable, c'est donc possible. Grâce à ce système ingénieux, seul un intermédiaire, Guillaume, se place entre le pêcheur et le consommateur. Pour apprendre à ses clients à cuisiner tous ces poissons, Guillaume propose aussi des ateliers. Cet après-midi, c'est Charles Guiriec, son collaborateur, qui s'y colle. Au menu du jour, le fameux taco. En fait, pour voir que le poisson est beau, il y a plusieurs indices. C'est d'abord sur l'œil, on a la cornée qui est super nette. Et surtout, c'est la couleur. Là, vous avez les tacos qui sont encore tout cuivrés, tout beaux. Si nous rechignons parfois à acheter du poisson frais, c'est souvent parce qu'il faut le vider. Une étape que peu de gens maîtrisent. Et pourtant, rien de plus simple. Ouais. Mettre des petits coups de couteau avec la pointe pour dégager ça. Puis on débarrasse le poisson de ses écailles. Je vous conseille de le faire avec le dos du couteau, de la queue vers la tête, de frotter le poisson pour enlever les écailles. Les élèves d'un jour apprennent maintenant à lever les filets. Charles commence par faire une entaille autour de la tête, puis il conseille de suivre l'arête le long du flanc du poisson. Tu peignes en fait les chairs pour qu'elles se détachent. N'hésite pas vraiment à tirer dessus. Hein. Il ne reste plus qu'à détacher le reste de peau du filet. Notre taco est prêt à être cuisiné. Vous allez maintenant découvrir une manière économique de préparer un poisson français, l'arrêt. Donc je vais faire une recette traditionnelle française, qui est l'arrêt à la grenobloise. Une aile de raie qui nous arrive des côtes normandes, des cornichons qui sont de la région de la Bourgogne, oignons rouges, capres, citron de menton, pommes rate qui ont été au préalable cuites à l'eau, croûtons, un peu de mayonnaise, les premières asperges de Provence, c'est pareil qu'au préalable ont été cuites à l'eau, la fleur de sel salée de Béarn, le piment d'Espelette et l'huile d'olive de Provence. Première étape pour cette raie grenobloise revisitée. Yves poche l'aile de raie dans une casserole contenant autant d'eau que de jus de cornichon, avec un peu de piment d'Espelette, de la fleur de sel et de l'huile d'olive pendant 10 minutes. Le reste des ingrédients constitue la garniture. Alors, je vais mettre dedans 2 cuillères généreuses de mayonnaise. Donc, ma petite farce elle est prête. J'ai ma raie qui est pochée. Et là tout simplement, je lève le filet du dessus. Je vais la mettre sur mon papier film, au centre de mon papier film. Je vais prendre mon mélange, je vais déposer au centre. Et je vais replier en prenant les 4 angles. Et je vais former comme une boule. On place ensuite cette boule 24 heures au réfrigérateur. On la démoule dans une assiette. Là, je vais prendre mes pointes d'asperges, je vais légèrement passer à l'huile d'olive. Et la touche finale, Yves saupoudre la préparation froide d'un granité de cornichons, autrement dit, de miettes de cornichons glacés. Une recette délicieuse, française, mais aussi économique. L'arrêt est bon marché. Mais comment faire pour manger tricolore quand on n'a pas le temps de cuisiner? Saviez-vous que certains industriels proposent des produits made in France de qualité?
Rappelez-vous, Cyril et Philippe s'étaient glissés dans la peau de deux consommateurs et avaient relevé un défi. Faire les courses de la semaine en achetant seulement du Made in France. Ils s'étaient vite rendu compte que bien souvent, l'origine des produits n'était pas affichée. Toi aussi, je sais pas ce que c'est, le pâté de campagne. Tu sais que je m'étais jamais posé la question comme ça. Non mais je trouve pas d'huile, je trouve pas de sel. Il y a que de l'Union européenne, je sais pas quoi, il y a rien d'écrit. Ah, c'est chaud, quoi. Hein? C'est 2 heures que je tourne. Au final, 80% des produits que nous consommons sont d'origine inconnue. Avec pas mal de difficultés, Cyril avait tout de même réussi à détecter quelques labels, dont celui-ci, Origine France Garantie. Il indique qu'au moins 50% des ingrédients contenus dans le produit fini sont Made in France. Bonne nouvelle pour les amateurs de glace, selon l'association Pro-France, l'un des géants de l'industrie possède ce label grâce au lait. Il s'agit du glacier Häagen-Dazs. C'est ici, à Thilloy-les-Mauflaines, dans le Pas-de-Calais, que le géant américain a posé ses valises en 1992. Visite guidée avec François-Xavier Bréon, directeur du site. C'est là que nous recevons le lait quotidiennement, donc du lait collecté à peu près dans 400 fermes. Et ce lait vient en fait du Nord Pas-de-Calais, donc est très local. Plusieurs dizaines de millions de litres de lait sont collectés chaque année chez les éleveurs de la région. Si le célèbre glacier s'est installé ici, ce n'est pas par hasard. La météo pluvieuse y est pour beaucoup. C'est elle qui donne au pâturage sa belle couleur et sa saveur, élément essentiel pour produire du bon lait. Michael Poilion est l'un des fournisseurs de la marque. Dans sa ferme familiale, il élève 68 vaches laitières. Une vache laitière a besoin d'une ration équilibrée, avec d'aliments issus de céréales ou issus de ce qu'on appelle des protéines, c'est-à-dire l'herbe par exemple, donc le foin. Et il faut une ration équilibrée pour qu'elle puisse être en bonne santé et donc donner du lait dans les meilleures conditions possibles. Et pour être sûr de la qualité de son lait, Michael nourrit ses vaches avec des aliments produits sur place. Du foin bien sûr, mais aussi du colza, de la pulpe de betterave et surtout de l'herbe fraîche. Pour faire le plein de nutriments, le troupeau de Michael change de prairie chaque jour. Le simple fait qu'on soit ici avec des vaches qui pâturent de l'herbe, on maîtrise l'alimentation et la qualité en fait, de ce qu'on donne aux vaches. On l'a vu à travers l'alimentation de tous les jours, c'est-à-dire le foin, mais aussi le reste de l'année par la pâture. On sait ce qu'elles mangent, on sait où est-ce qu'elles sont. Il y a une certaine philosophie de la sécurité alimentaire, du bien-être des animaux et puis d'une volonté de montrer aux consommateurs que voilà, le lait français, et puis à partir d'élevages comme le mien, il y a une garantie, quoi. Ce lait Made in France, produit dans une ferme à taille humaine, finit donc ici, dans l'usine du géant américain de la glace. Après l'avoir collecté, on le mélange à d'autres ingrédients pour obtenir la fameuse crème glacée. Alors c'est donc ici que nous allons mélanger tous les ingrédients Made in France, donc à savoir le lait et la crème, qui viennent des pâturages locaux dans le Nord Pas-de-Calais, donc Made in France, mais également le sucre, qui est un autre ingrédient important, qui vient des betteraves sucrières locales. Seuls les éléments qui servent à parfumer la glace sont importés. Le cacao, la vanille, les noix de macadamia, ces ingrédients exotiques, on ne les trouve pas dans l'Hexagone. Résultat, l'essentiel du produit est tricolore. Donc nous avons la base de la crème glacée, Made in France, et nous allons y ajouter un ingrédient comme par exemple les noix de macadamia, qui elles vont venir d'Hawaï, ou ça peut être également la vanille de très haute qualité qui vient de Madagascar. Donc ce sont quelques ingrédients qui viennent de là où ils sont les meilleurs dans le monde, mais ils viennent en complément de notre recette. Et la base de la recette est à 80% Made in France, minimum, 80% Made in France, qui est vraiment notre fierté et qui est d'ailleurs vraiment un argument très fort pour exporter partout à travers le monde. Nous venons de découvrir un circuit intéressant, mais il y en a d'autres. Si l'on ouvre bien grand les yeux, on peut également trouver de la viande de cochon 100% Made in France en supermarché. Rappelez-vous, lors de leur enquête, Cyril et Philippe avaient découvert que la charcuterie présente dans les réfrigérateurs des familles françaises était souvent d'origine inconnue. Le
saucisson, celui-là doit venir de France. Donc là, tu vois, le monsieur, l'autre côté très franchouillard, très tradition. Tu le prends, tu te dis, mais ça, c'est pas en France. Parce que c'est du beau packaging réconfortant. Et quand je regarde la viande de porc, je sais pas où c'est. D'accord. En appelant les services consommateurs, Yves et Guylaine s'étaient rendu compte que la viande de porc utilisée dans ces produits venait toujours d'Union européenne, jamais de France. Faites-moi plaisir, dites-moi que c'est français. Ah, je t'ai dit que c'était pas français. La viande n'est pas uniquement française. Ah non, dites pas ça. Ah, tu vois, j'avais raison. Pourtant, trouver des knacks fabriqués dans notre pays, selon la plus pure tradition, c'est possible, et au supermarché. Nous sommes à quelques kilomètres de Strasbourg, au cœur de l'Alsace. C'est à cette grande surface, entre autres, que Thierry Schweitzer, 50 ans, éleveur de cochons et charcutier, vend ses knacks et son jambon. Donc, où sont les produits? En fait, les produits sont là, voilà. La directrice adjointe de ce supermarché travaille avec Thierry depuis quelques années. Dans les supermarchés, on peut aussi vendre de la qualité et donner confiance aux clients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les fidélise aussi. En effet, l'avantage, c'est que Thierry est charcutier, mais également paysan. C'est même l'un des plus importants éleveurs de cochons d'Alsace. Il possède 6 élevages et abat 5000 porcs tous les ans. Le plus incroyable, c'est qu'il parvient à faire du volume tout en se préoccupant du bien-être animal, chose que l'on pensait impossible jusque-là. Mais alors, quelle différence entre son élevage et un autre? Classiquement, en élevage de porc, il n'y a pas de paille, il n'y a pas de litière. Enfin bon, les animaux seraient sur caillebotis. Caillebotis, c'est un sol en général en béton avec du plein et du vide qui permet aux déjections de passer au travers. C'est totalement fermé, des ventilateurs qui soufflent, etc. Et bien sûr, beaucoup moins de surface. Ici, les porcs disposent d'un grand espace à l'air libre et leur paille est changée une fois par semaine. Elle sert à la fois d'alimentation et de litière pour un plus grand confort. C'est comme quand on change les draps dans un lit, quoi. C'est vachement, c'est agréable de se glisser dans des draps frais. Et ben là, c'est pareil, c'est comme des draps frais pour les cochons. Un cadre de vie idéal pour la reproduction. Dans ces nurseries, une truie nourrit sereinement ses 14 petits. Et ici, ils sont nés hier. Donc là, on va essayer de ne pas les déranger. Le principe, c'est vraiment, j'allais dire, le laisser faire au plus naturel possible. C'est beaucoup moins médicalisé, c'est moins assisté que ça ne peut l'être en système conventionnel. À quelques kilomètres de là, toujours en Alsace, le laboratoire de Thierry. C'est ici que 200 bêtes arrivent chaque semaine. Une fois les animaux préparés, la viande est travaillée de façon traditionnelle pour être transformée en produits charcutiers. Voilà du jambon entier. Pour 1 kg de viande au départ, on va sortir peut-être 900 grammes de jambon cuit. On perd du poids de par la cuisson, etc. Certains industriels n'hésitent pas à doubler le poids de leur viande en y ajoutant de l'eau et des polyphosphates, des sels qui permettent de retenir les liquides. Vous pouvez trouver du jambon à 7-8 € le kilo. Ça veut dire que les gens achètent de la flotte, alors ils achètent de l'eau. Des produits de qualité qui font vivre nos éleveurs. Cela vaut parfois le coup de détailler les étiquettes. Mais pour une alimentation équilibrée et made in France, le poulet, le porc et le poisson ne suffisent pas. Il faut également des légumes. Une mission pas toujours évidente. Les familles françaises en avaient fait l'amère expérience. Souvenez-vous, pour manger 100% tricolore, la famille d'Evelyne était contrainte de suivre un régime particulièrement riche en viande. Alors, au menu ce soir, il va y avoir de la charcuterie, c'est-à-dire le pâté de foie, le pâté de campagne, le saucisson à l'ail fumé, le saucisson à l'ail perche. Et après, en viande, je vais faire donc mes boulettes que j'ai préparées là tout à l'heure. Et j'ai du bœuf mironton que j'ai préparé à midi aussi. Donc là, je vais mettre à chauffer. Mais pourquoi les légumes ont-ils disparu de sa cuisine? C'est plus facile pour moi de trouver de la viande française que par contre trouver soit des fruits, des légumes ou des choses comme ça dans les supermarchés. Parce qu'il faut chercher, il faut regarder les étiquettes, si ça vient bien de France ou quoi que ce soit. Si les fruits et légumes d'origine étrangère sont majoritaires dans nos supermarchés, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus de saison et qu'ils sont souvent moins chers. Une situation difficile à vivre pour Vincent Moschler et son fils Guillaume, tous deux maraîchers dans une petite ville d'Alsace. Il y a encore quelques années, l'exploitation familiale fournissait des salades dans toute la France. Mais un jour, leur contrat n'a pas été renouvelé.
D'un coup, ils avaient plus besoin de nos salades. C'était une année de misère, une année où on a perdu plus de la moitié de la production. Disons, quand on est agriculteur et qu'on doit détruire sa récolte, hein, ça fait mal au cœur. Soit on met la clé sous la porte, soit on trouve une autre solution. La solution, c'est dans une supérette ne vendant que des produits locaux qu'ils l'ont trouvé. La coopérative, créée il y a tout juste 10 ans, regroupe 16 producteurs de la région. Ici, pas d'intermédiaires ni de vendeurs. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui vendent leurs fruits et légumes. Nous les avons suivis tout au long d'une journée. Et cela commence dans les champs dès 7 h du matin. Donc là, tous les matins, on récolte la salade, les choux graves, le fenouil. Je suis fier de la production des salades. Si le client achète une batavia comme ça, il a au moins quelque chose à manger. Une fois les légumes récoltés, Guillaume troque ses bottes contre une tenue de livreur, direction la supérette. Tous les matins, on vient livrer, on met en chambre froide. Et son travail est loin d'être terminé. Guillaume va maintenant revêtir le tablier pour se transformer en vendeur de l'ensemble des produits régionaux. Donc les pommes de terre viennent chez moi, le poireau vient de l'autre producteur. Ensuite, les carottes viennent de chez moi. Et notre maraîcher a même dû apprendre à traiter des produits auxquels son métier ne le prédestinait pas, comme la découpe du jambon. C'est pas vraiment le travail de maraîcher, mais c'est le travail d'un associé qui doit être polyvalent. En vendant directement aux consommateurs, les producteurs peuvent vendre leurs fruits et légumes à des prix attractifs, tout en gardant un bénéfice. Une formule où tout le monde est gagnant. La rhubarbe, ça dure encore un petit moment? Oui, la rhubarbe, ça dure encore un moment. Hein. Si je peux aider les gens des environs, c'est un plus. Déjà, je boycotte Chine, je boycotte l'Espagne, je boycotte tout ça. Et pour moi, Alsace, c'est la région dans laquelle je vis, que j'aime, qui m'a adopté et je soutiens, producteur alsacien. S'organiser en coopérative, une initiative qui est loin d'être isolée. Aujourd'hui en France, il existe plus de 2700 commerces de ce genre. Leur but, promouvoir les circuits courts et ainsi éviter de trop faire voyager les aliments. Autre avantage, les clients soucieux de savoir ce qu'ils achètent peuvent directement poser leurs questions aux producteurs. Acheter des légumes made in France, comme d'autres produits essentiels, c'est donc possible. Il suffit de se creuser les méninges et de regarder autour de soi.